je ne crois pas que je doive présenter très longuement notre invité, Eddie Kakelbergs, auteur de cet ouvrage que vous avez déjà pu voir à l'entrée de cette belle salle, Créer du commun, histoire comparée des sources des droits de l'homme. Je ne vais pas beaucoup vous le présenter puisque Eddie Kakelbergs, vous avez l'occasion de l'entendre régulièrement sur les ondes de la radio-télévision belge où il anime depuis des années une émission de fin de journée qui va au bout du jour et qui lui permet de rencontrer des personnes très souvent inspirantes qui éclairent l'actualité et les grands problèmes d'aujourd'hui, les grands problèmes du monde. Alors, Eddie Kakelberg, c'est donc un journaliste. Il est donc à la RTBF depuis 1989, quel parcours, diplômé en sciences politiques de l'Université libre de Bruxelles, titulaire d'une maîtrise spéciale en études européennes, titulaire du prix Ex Libris 2000 et par ailleurs vice-président de toute une série d'associations ou président ou le Centre d'action laïque, la Fondation La Fontaine, Henri Lafontaine, que je représente, et également met-il dans son quatrième de couverture du livre, mais ça a de l'importance pour ce que nous allons aborder, franc-maçon depuis 35 ans au sein du Grand Orient de Belgique, dont il a été, entre autres, premier grand maître adjoint. Voilà pour les présentations, et donc sans plus attendre, parlons de cet ouvrage, un ouvrage assez qui a l'air volumineux, mais qui en fait esquisse une grande problématique, celle des droits de l'homme, droits humains, on en reparlera. Avant de parler directement de l'ouvrage, je voudrais d'abord poser 3 questions liminaires, si tu le permets, cher Eddy. Pourquoi d'abord ce titre, Créer du commun? Pourquoi avoir choisi cet angle d'approche dans ce grand corpus des droits humains, des droits de l'homme? Merci Daniel, merci à toutes et tous. D'abord parce que, par écho, par analogie, on en reparlera sans doute, c'est l'idée aussi de créer des communs, des commons, c'est-à-dire des biens communs, des biens immatériels, mais des biens communs. Je pense que, et j'en traite à la fin dans la fin du livre à propos des défis à relever, on est déjà confronté au changement climatique, aux défis écologiques, sans sens politique quelconque, mais avec une urgence réelle. Et donc, il y a là-dedans des communs, la santé de la planète. La planète est un bien commun ou devrait l'être. Je prendrai un seul exemple récent, la condamnation récente par la Cour européenne des droits de l'homme de la Suisse pour inaction climatique répond évidemment à cette problématique. Je lance déjà un coup de pied, et décidément ses oreilles ont dû siffler aujourd'hui parce que 3 interviews, comme tu l'as dit, aux 4 coins de Bruxelles et de la Wallonie, et puis ce soir ici à Mons, je le reprends comme cible favorite. Lorsque le patron de Nestlé ose prétendre, il y a une petite 8aine d'années, qu'il faudrait privatiser, breveter et déposer la propriété de toutes les nappes aquifères mondiales en formant autour du groupe Nestlé la propriété exclusive des ressources en eau de la planète, à l'heure où les stress hydriques, et aujourd'hui ce n'est plus un vain mot, règnent et provoquent déjà les dégâts. Vous savez, quand j'étais gamin, on situait ça dans le Sahel. Maintenant, vous regardez ce qui se passe en Espagne et vous comprenez déjà ce que veut dire un stress hydrique. Et je vous garantis qu'on va le connaître aussi. Alors évidemment, prétendre ça, nier la communauté d'intérêt que représente un bien comme l'or bleu, l'eau, c'est criminel, et je n'ai pas de honte à dire que pour moi, tenant ces propos et cherchant d'ailleurs à réaliser son propos, le patron de Nestlé se profile comme un criminel de l'humanité, nouveau genre. Donc il y avait cela, mais il y a plus, on y reviendra j'imagine, c'est que dans la perspective historique et géographique où je place mes recherches, l'idée de créer du commun, c'est de dire qu'à chaque fois que dans une société donnée, et singulièrement même les sociétés les plus reculées, organisées comme les cités, à chaque fois que les collectifs humains ont pu arracher, dans un moment de faiblesse du pouvoir, des droits, ils ont créé du commun et ils se sont mis à lutter contre l'arbitraire du pouvoir
en offrant progressivement un socle de plus en plus dense et de plus en plus large aux sociétés qui les ont suivies, qui en ont hérité. Tout à fait, on en reparlera effectivement Ouais. tout à l'heure parce qu'évidemment se posera la question de savoir si cette énergie du commun est aujourd'hui menacée. C'est ce que tu évoques en fin d'ouvrage. Absolument. Une deuxième question qui est souvent soulevée par rapport à ce travail, c'est droits de l'homme, droits humains. Alors évidemment, c'est un débat de société aujourd'hui. Droits de l'homme, on connaît la déclaration universelle des droits de l'homme de 48, la déclaration de 1989 avant, mais aujourd'hui, beaucoup préfèrent la notion droits humains. Tu as opté pour droits de l'homme, pour poursuivre dans la tradition. Pourquoi? Alors, plusieurs raisons à cela. D'abord parce que, et je reprécise d'emblée, que mon travail n'est pas une œuvre juridique. Donc, je tiens à faire cette précaution liminaire. Je ne suis pas juriste. Je ne me substitue pas à d'éminents juristes que je vois ici dans la salle, même si je reprends, bien entendu, des extraits significatifs des textes que je relève et que je mets en perspective. Mais c'est plus un travail de, comme on dit, politiste ou de politologue qu'un travail de juriste d'une part, et ce n'est pas non plus à proprement parler un travail d'historien. Je ne suis pas historien, mais je mets quelques éléments en perspective. Alors, je pense que le débat est très mal posé. Je comprends bien la nature du débat homme qui qualifierait le genre. D'abord, précaution aussi, j'ai opté pour respecter l'appellation d'origine contrôlée. Donc, fatalement, je ne me ressens aucun droit à aller décréter aujourd'hui que dorénavant on devrait dire la Déclaration des droits humains du citoyen de 1789. L'appellation d'origine est bien Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je n'en change pas une virgule. Si je reprends des textes anglophones, je parle de human rights, quand je pourrais parler en italien de diritti umani ou de derechos humanos en espagnol. Donc, là où par contre je dis qu'il y a un hiatus en français, c'est que droits humains, en adjectivant l'appellation, on en indique l'origine mais pas la destination. Donc on peut aujourd'hui très facilement parler de droits humains des animaux, c'est-à-dire des droits créés par l'être humain qui concernent les animaux. Et donc je préfère, ou de droits humains, de la technologie, on en parlera. Je préfère, pour ne pas avoir de confusion, l'appellation, et c'est ce que je dis, pour ma part, mon choix se porte volontairement en français vers l'appellation québécoise, droit de la personne humaine, parce que ça détermine bien à qui s'adresse, qui sont les détenteurs des droits en question, et on y reviendra incontestablement, à l'heure où certains envisagent des droits de 5e génération qui seraient des droits de la personne électronique, alors je pense que de définir très précisément qui est le détenteur des droits, en l'occurrence la personne humaine, face à la future personne électronique, je pense, quand j'en expliquerai quelques termes tout à l'heure, que ce n'est pas superflu. Tout à fait. Donc, deuxième clarification d'introduction. Et je dirais que la troisième, c'est la question, est-ce que quand on parle de droits de l'homme, on est dans du droit ou dans de la morale? Les deux, mon capitaine. Alors, je reprécise d'ailleurs aussi, si tu le permets encore, pour compléter cette autre réponse que je viens de faire, qu'effectivement dans le livre, outre le continuum historico-géographique que j'essaie de dresser, il y a effectivement des micro-débats qui sont d'ailleurs présentés sur 2 colonnes, donc dans une autre mise en page pour bien les identifier et qui touchent à certaines questions particulières. Donc voilà, fin de repérage dans l'ouvrage. Droit ou morale? Dès lors que l'on prétend ouvrir des droits, c'est du droit. Mais il est évident aussi que le substrat, le support qui justifie ces droits se rattache souvent à des éléments de morale. Tu ne cacheras pas, comme moi, à nos amis ici, Daniel, qu'à un certain moment, dans mes élans qui
était parfois erratique parce que mes nuits avaient leurs limites et que mes journées aussi, mais qu'à un certain moment, j'étais peut-être en hyperproduction vitaminée et que donc, à un certain moment, j'aurais pu encore dépasser allègrement et puis te gratifier de 90 pages en plus, ce qui aurait commencé à poser un sérieux problème en termes de volume d'édition. Cela fait partie des raisons pour lesquelles j'ai opté à ne pas m'appesantir loin s'en faut sur certaines sources hyper connues. Par exemple, l'apport judéo-chrétien des religions judéo-chrétiennes, le décalogue, le tu ne tueras point, etc., sont des choses qui sont tellement absorbées, me semble-t-il, dans notre culture générale, qu'il me semblait que ce n'était pas là-dessus que je devais m'appesantir le plus. Mais tu ne tueras point, c'est à la fois une injonction de droit, mais c'est une injonction morale, incontestablement. Et on peut, sur le droit à la vie, sur le respect de la vie, ce sont évidemment à la fois des sanctions juridiques qui peuvent en être assorties, mais c'est aussi une question de morale, de type de vie et de type de société. Et j'en prendrai aussi, parce qu'il y a alors une sous-question, est-ce que ce sont aussi des questions politiques? Oui, monseigneur, Oui, évidemment, parce que si je fais déjà la comparaison, l'article 1 de la déclaration de 1789 en France et l'article 1 de celle de 1948 aux Nations Unies, la française, en 89, 2 siècles avant, ou quasiment, dit « Tous les hommes, tous les êtres humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité ». Celle de 48 ignore superbement le morceau de phrase « et demeure ». Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et ils agiront chacun en fraternité l'un vis de l'autre. Mais demeurer, ça ne figure plus dans toutes lettres dans le texte. Alors pourquoi? Contexte politique. Nous sommes évidemment encore au sortir de la guerre avec des puissances coloniales. Alors on peut naître libre, demeurer, c'est encore autre chose. La soumission coloniale est encore au rendez-vous. Et puis nous sommes aussi avec des États-Unis qui, en 1948, n'ont pas encore décidé fermement d'accorder les droits civils aux Afro-Américains. Donc vous pouvez naître libre aux États-Unis, certes, de là à disposer et demeurer libre dans tous les effets juridiques que cela devrait entraîner, ben non. Donc, quand en 1948, contrairement à une idée répandue qui voudrait que ce ne soit que quelques Européens et Américains qui aient tenu la plume, quand on consulte le comité de rédaction autour d'Eleanor Roosevelt, on va trouver un Chinois, on va trouver un Indien, un Sud-Africain, des Européens et un Russe soviétique. C'est pas un Russe blanc. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas signer, in fine? Comment voulez-vous qu'un régime marxiste-léniniste signe la propriété individuelle et la protection et le respect, reconnu depuis 1789, de la propriété individuelle, alors que tout est basé dans le régime soviétique sur la propriété collective des moyens de production? Il y a évidemment un hiatus fondamental. Donc, faire le choix de l'option libérale en 1948 dans le texte, c'est un choix politique. Le fait qu'une autre puissance, à l'opposé idéologique, ne puisse pas s'engager sur la même voie est en coulée de source. Bien que ces introductions, ces 3 introductions ont déjà ouvert quelques chapitres de l'ouvrage, je voudrais maintenant vraiment qu'on rentre dans le corps du texte. Alors, le texte, pour ceux qui ne l'ont pas encore parcouru, pas encore lu, ou qui le découvrent aujourd'hui, je dirais qu'il est articulé... Je fais révision à la fin de la séance. Autour de 3 grandes questions, 3 grands moments plutôt que questions. Le premier moment, c'est l'origine et l'universalité des droits de l'homme. Une des originalités de l'ouvrage par rapport à d'autres que vous avez peut-être eu l'occasion de voir, de lire, qui commencent généralement à l'Angleterre, à l'arrivée, puis bien sûr 1789, et puis 1948, et puis ce qui s'ensuit. Ici, Eddy Kakelbergs prend les droits de l'homme dans sa plus grande acceptation, c'est-à-dire en donnant des sources très lointaines, je pense au Silin de Cyrus, mais aussi en prenant des exemples dans d'autres cultures. On parle de la culture africaine avec la charte de Manden, mais on parle aussi de certaines traditions
amérindiennes qui vont avoir une influence sur les textes constituants américains. Donc ça, c'est le premier chapitre. Deuxième grand chapitre, c'est évidemment la période contemporaine, et on aura l'occasion de lire. Et puis, troisième chapitre, ce sont les questions d'aujourd'hui, les thèmes nouveaux, et peut-être les mises en garde sur les dangers que courent les droits de l'homme aujourd'hui. Alors, première partie, pourquoi avoir opté, cher Eddy, sur cet universalisme des droits humains et d'avoir recherché des sources que l'on cite finalement relativement peu. Alors je sais, et je savais d'ailleurs, et je t'en ai parlé d'emblée quand on a discuté du projet, je t'ai dit que j'allais me faire forcément donner le fouet par les historiens d'une part et par certains juristes par ailleurs. Les historiens parce qu'ils vont me dire, mais enfin, il y a là-dedans des choses qui sont discutées, qui sont peut-être apocryphes, comme la charte du Manden, sur laquelle on va revenir, qui daterait donc du XIIe siècle au Mali. D'autres qui vont me dire, mais le rouleau de Cyrus, ou alors le code d'Hammurabi, mais ça n'a rigoureusement rien à voir avec les droits de l'homme. Eh bien, mon prescrit est différent. En tout cas, ce qui m'a guidé. Ce qui m'a guidé, je vous l'ai déjà esquissé, c'est que quand les collectivités humaines décident de faire cité, de faire commun, ils essaient d'obtenir, je le dis à chaque fois, dans des moments de faiblesse du pouvoir, ou alors des moments visionnaires, mais ils sont plus rares. En général, dans les moments de faiblesse du pouvoir, ils arrachent une série de droits individuels et collectifs. Sur le cylindre de Cyrus, on retrouve entre autres l'autorisation que cet empereur perse donne à toutes ces populations, et elles sont nombreuses et de convictions différentes. Il leur donne la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté de professer leur foi différente de communauté à communauté. Écoutez, 6e siècle avant notre ère, comment ne pas voir dans cette disposition-là la racine, ou en tout cas une des grandes racines, des sources de ce que, en 48 par exemple, on a coulé dans la liberté absolue de conscience et dans le droit à la liberté de conscience, de conviction et de religion. Il y a là une racine qui naît, qui trouve effectivement ses origines 6 siècles avant notre ère, qui va mûrir par à-coups. La charte du Manden, que l'on attribue donc à un empereur malien du XIIe siècle. La charte du Manden, article 1, de mémoire, hein, ne me corrigez pas sur les virgules, nulle vie n'est supérieure à une autre. Bah, écoutez, l'article 1 en 1789 comme en 48, je l'ai déjà cité, tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit, toute vie est donc respectable, aucune vie n'est supérieure à une autre, on voit la puissance d'analogie dans l'esprit. Et d'ailleurs, peu m'importe si les historiens disputent la datation exacte de la charte du Manden comme de quelques autres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, les populations au Mali, qui vivent quelques grosses difficultés au passage, mais les populations au Mali, ou en tout cas majoritairement de l'Afrique francophone subsaharienne, se réclament de cet héritage. Et donc, souhaitent nous indiquer que dans leur propre tradition, avant même l'émergence de nos textes, et ce n'est pas forcément une course historique à savoir qui a été le premier à faire ceci ou cela, c'est de dire qu'il y a dans la tradition de ces zones-là les mêmes aspirations, à un certain moment, traduites, ici en l'occurrence par un peuple d'éleveurs, qui produit une longue charte qui organise la société et le respect mutuel. De chasseurs. Et de chasseurs. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre de l'universalité de l'aspiration à des droits. Mon postfacier, Henri Bartholoméo Hussein, bien connu des milieux laïcs et maçonniques, aime à répéter, et il m'a autorisé à le reprendre à mon compte, qu'on ne connaît pas d'être humain qui ait été esclave et à qui on ait rendu sa liberté et qui s'en soit plaint. Donc, il y a évidemment une aspiration commune de l'être humain à vivre autre chose que la soumission, la barbarie, la torture, l'exaction, etc. Il y en a une
une autre dont j'aimerais Mais bien que tu évidemment, parles. j'ai bien vu C'est la Grande Loi iroquoise. la Grande Loi iroquoise, parce que je l'aime particulièrement. Oui, et je vais à ce point la creuser que je t'annonce, Daniel, que depuis hier, je suis occupé à accumuler plein de sources sur le sujet et que je te proposerai peut-être d'ailleurs quelque chose à ce sujet-là dans les années qui viennent. Mais la Grande Loi iroquoise, de quoi s'agit-il? Avant que Christophe Colomb et ses tueurs et ses successeurs nombreux colonisateurs ne débarquent sur les terres d'Amérique du Nord, du Sud bien sûr aussi, mais du Nord et du Canada, comme les Britanniques et les Français ont pu le faire. La Confédération des Nations iroquoises était la plus puissante et la plus organisée de l'ensemble des nations indigènes locales. 5 tribus d'abord, enfin 5 nations d'abord, 6 à l'arrivée, chaque nation composée de plusieurs tribus, ces tribus composées de plusieurs clans, avec leur langue et leurs coutumes. J'ai bien dit une confédération, de manière orale, attestée depuis au moins le XIIe siècle, de manière écrite en anglais depuis 1720. Et on le sait parce que Thomas Jefferson nous dit s'être fortement inspiré d'un certain nombre d'articles et dans sa lecture en anglais de ce texte lorsqu'il se met à écrire, puisqu'il est le plus large contributeur de la rédaction de la Constitution américaine. Eh bien, dans cette remarquable production pluricentenaire des Iroquois, je devrais dire en fait des Iroquoises, parce que figurez-vous, mesdames, que c'est une société, terme savant, matrilinéaire et matrilocale. Un exemple, lorsqu'il y a mariage, c'est l'homme qui va s'installer dans le clan de la femme et pas l'inverse. On est loin de l'enlèvement des Sabines, n'est-ce pas? Et ce sont les femmes qui désignent les représentants du clan au conseil de la tribu et puis les représentants de la tribu au conseil des nations. 50 sachems qui se réunissent au minimum une fois par an, plus si nécessaire, en conseil des nations. Ce sont les femmes autour du feu des femmes. J'aime raconter et à démolir un peu nos westerns d'enfance qui nous ont fait croire, vous savez, dans tous ces westerns, il y a toujours au milieu des tipis des Indiens un feu. C'est en général la nuit. Il y a toujours un couillon d'Indien qui est endormi et qu'on va finir par endormir définitivement. Bêta qu'il est d'aller s'endormir à côté d'un feu. Je ne vous explique pas que par la taille du feu, s'endormir à côté, c'est difficile et périlleux. Mais on nous laisse aussi entendre que ce feu était destiné à réchauffer les tipis, ou wigwams, c'est comme on les appelle, qui sont autour. C'est complètement débile. D'abord parce que si les tipis sont trop près, ils brûlent. Et ensuite parce que les tipis, la constitution même avec une cheminée permet un feu à l'intérieur. Et que de toute façon, si vous deviez dormir dans le tipi et compter avec les peaux de bêtes qui sont tendues sur le feu extérieur pour être réchauffé, vous êtes mort verglacé. Ça, c'est une certitude aussi. Ça n'a rien à voir. Un peu comme le feu des Vestales à Rome qui signale la permanence de la cité. Quand les nations se réunissent, on allume des feux par nation et puis par tribu au sein de la nation qui signalent la présence du clan et de la tribu en question. Il y a le feu des hommes et le feu des femmes, à égalité. Et ce sont les femmes qui, in fine, transmettent les doléances et les sujets à l'ordre du jour du Grand Conseil aux sachem hommes, il est vrai, mais qui vont se réunir. Donc, la citoyenneté féminine dans ce dispositif est énorme. 117 articles quand même. C'est une grande constitution qui règle l'établissement et les droits d'une confédération entre les tribus, la migration de l'une à l'autre, le caractère du renégat et des peines que cela entraîne, les représentations symboliques du pouvoir. Donc j'entends par là les vêtements, les attributs selon les fonctions. Les appropriations de terres dans une société où la mouvance organisée, la migration organisée en fonction des saisons est une réalité. La filiation, le pouvoir essentiel des femmes, bref, 117 articles qui codifient une situation, qui vont être complètement balayés évidemment par les envahisseurs. Et le dernier à pratiquer le massacre, c'est George Washington, dès lors que les grandes tribus iroquoises s'étaient alliées aux Britanniques, et qu'évidemment, comme il boute les Britanniques dehors, il s'en prend aux Iroquois qu'il réduit à rien, ou pas grand-chose. Il y a encore aujourd'hui, évidemment, des descendants, mais à petite quantité et peu significative. Eh bien, cette grande constitution porte en langue iroquoise, en vocable iroquois, la traduction est « loi de l'unité » ou « loi de la paix ». Et donc, on voit que pendant des siècles, ces grandes nations, qui avaient eu coutume avant ça
de se taper dessus, hein, de se faire la guerre, ont trouvé les moyens d'organiser l'arbitrage et la paix. Bon sang, au Mundaneum, parler de paix et d'arbitrage, je pense qu'Henri aurait été content. Je pense qu'il aurait été. Et je pense aussi que si les Iroquois voyaient le sort qui a été donné à leurs articles et à cette histoire, et voir comment elle a finalement euh, influencé les rédacteurs américains, ils seraient peut-être aussi contents. Oui. On va peut-être rester là dans les exemples cités sur l'histoire et sur les sources, parce qu'elles sont nombreuses. On pourrait aussi parler d'autres sources que tu cites en Asie. Voilà, en fait, tous les continents sont concernés dans cette grande construction lente, mais construction avec de nombreuses racines qui sont à la fois plurielles et qui sont à la fois vraiment mondiales. Oui, et qui constitue, je rajoute encore un mot, qui constitue dans mon esprit une source pour demain. C'est-à-dire que comme nous nous sommes hyper concentrés pendant des décennies sur les sources européocentrées, les sources occidentalocentrées, comme quasiment uniques détentrices de l'historicité et de l'inspiration des droits de la personne humaine, je pense qu'en retournant voir vers ces exemples-là, et je n'ai pas fait l'inventaire exhaustif, hein, mais d'aller retourner dans ces traditions-là, reprendre de l'inspiration, par exemple pour les défis de la planète, pour d'autres défis, je pense que ce ne sera pas inutile. Tout à fait. Et donc ces racines nous amènent à ce tronc principal. Est-ce que 1948 est l'aboutissement de ces multiples racines, ou est-ce que ce n'est qu'une étape pour toi dans cette construction des droits humains? Ce n'est probablement qu'une étape. D'abord parce que les grandes étapes intermédiaires méritent à chaque fois que l'on s'y attarde. Je veux dire qu'un sujet comme l'habeas corpus, bien sûr, dont on a oublié de traduire beaucoup d'effets en termes de modernité dans le texte de 48. Je prends un exemple. Devenir sujet et propriétaire de son propre corps, c'est-à-dire ne plus être un objet appartenant à une terre sur laquelle il y a un suzerain. Le serf, le manant, ne s'appartient pas. Il appartient corps, bien et âme et peau à celui qui a la propriété du sol. Il est immuablement attaché à ce sol d'ailleurs. De la même manière, jusque dans l'Ancien Régime, mettons en France, mais c'est valait ailleurs, on pouvait être jeté sur simple lettre de cachet en prison à la Bastille ou ailleurs, et être dans le plus total secret et l'oubli, sans que la famille ou qui que ce soit ne puisse obtenir quelconque information. Ça existe encore, hélas, dans les dictatures dans le monde qui pratiquent ce genre de choses. Donc obtenir un droit excipable devant les cours et tribunaux de possession de son propre corps et de l'objet corps n'est pas sans influence ou sans incitation à la réflexion au moment où l'on discute du droit pour les femmes à l'interruption volontaire de grossesse qui est propriétaire de son corps soi-même. Lorsque l'on discute de la dignité de fin de vie et la possibilité de gérer et de juger de ce que son corps est, qui est le sien propre, en mesure de supporter ou non, voilà, nous sommes là, évidemment, dans des choses qui n'ont pas du tout été traduites dans le texte de 48. Et quand on en est maintenant à discuter, en France c'est fait, mais de l'introduction dans l'ordre constitutionnel, par exemple, d'un droit à l'IVG ou peut-être au-delà des lois qui sont toujours fragiles, d'un droit à la dignité de fin de vie, par exemple, les efforts. Article 1, les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Il n'est pas dit qu'ils meurent aussi en dignité et en droit. Donc, il faudra encore produire d'autres effets. Donc, 48, c'est une étape majeure, mais elle est loin d'être suffisante et elle est loin d'être satisfaisante sur tous les points. La preuve, j'ai quand même dû te demander de consacrer un nombre impressionnant de pages à tous les pactes et tous les compléments, ne fût-ce que par exemple sur le droit à l'autodétermination des peuples, qui avait déjà été abordé par la SDN et assez somptuairement négligé en 48. Tout à fait. Après 48, effectivement, il y a toute une série de déclarations de droits, de pactes qui sont conclus. Et en gros, ça couvre 4 grands
thèmes les droits économiques, les droits civils et politiques d'abord, dont on a surtout Première parlé génération. jusqu'à présent, les droits de première génération, les droits économiques et sociaux, Deuxième. les droits collectifs, et puis tous les droits émergents dont on parle aujourd'hui, ceux de la 5e génération. Tu vois une hiérarchie là-dedans ou une histoire? Les deux, encore une fois. En tout cas, très certainement une histoire, ça c'est une évidence. Et on commence par le début. On commence par exiger les libertés individuelles et collectives de façon à pouvoir organiser notre droit à être et notre droit à avoir des droits. Ça me semble assez fondamental. Ensuite, les droits économiques et sociaux, ce sont des droits de haute lutte, des droits de conquête, des droits qui, par exemple, mais ça datait déjà de l'Organisation de la Société des Nations, c'est sa plus vieille survivance après tout, c'est l'Organisation internationale du travail avec son bureau international. Donc, on voit bien que ce sont des constructions plus récentes, même s'il y a des racines, là aussi, à aller rechercher plus en amont. Et puis, évidemment, ces droits collectifs et immatériels que l'on définit en 3e et puis en 4e génération sont des choses très, très, très innovantes et récentes dont on n'a pas fini d'ailleurs, me semble-t-il, de cerner réellement la portée et les aspects. Les cours et tribunaux et la Cour européenne en est encore à créer sur beaucoup de ces aspects des jurisprudences utiles. On confère à nouveau d'ailleurs cette dernière décision concernant la Suisse. Elle n'est pas la seule affaire. Je pense qu'on a à peu près compté 2500 affaires qui touchent aux problèmes climatiques dans le monde, mais elle est la première qui tranche aussi nettement en termes de responsabilité étatique dans le déficit d'action climatique. Mais les jurisprudences restent à créer. Et alors, effectivement, lorsque l'on imagine la 5e génération, là, je ne vais pas parler de hiérarchie, mais de risque de conflit. Oui. Cette fameuse personne électronique, d'abord, il va encore falloir beaucoup de travaux pour qu'on me la définisse très correctement, parce que jusqu'ici, elle est ambiguë. La personne électronique, telle que j'ai pu en découvrir les premiers textes et les premiers éléments, cela recouvre à la fois, je dirais, votre fantôme électronique ou votre double électronique, tous les datas, toutes les données qui nous sont dorénavant rattachées. C'est pas pour rien qu'on a produit un règlement général de protection des données, un RGPD, qui est censé venir encadrer la gestion de qui peut faire quoi avec vos données. Mais nous sommes de plus en plus un amas de données. Ça va évidemment des données de l'officier de l'état civil qui détient une série de données, en passant évidemment par, en vrac, les données médicales du dossier médical global, les prescriptions. J'étais chez mon toubib la semaine dernière, je ne vous dirai pas pourquoi, et j'ai eu la grande découverte en rentrant d'un email me disant dans un système Elena que mon médecin m'avait partagé à travers ce système des prescriptions médicales. Combien de temps ça reste dans le cloud, bref. Surtout que l'on sait ou qu'on ne sait pas, mesdames et messieurs, chers amis, combien, pendant l'époque Covid, on nous a fait tout ce qu'on nous avait promis de ne jamais faire, c'est-à-dire de mixer toutes les données, de les rendre agrégables les unes aux autres, de faire de la métadonnée avec toutes les données. Pire, on a transféré les données de 250 000 patients vers des groupes pharmaceutiques qui étaient en recherche du vaccin pour qu'ils aient un échantillon suffisant, mais on ne nous a toujours pas dit à l'heure aujourd'hui, de manière vérifiable, que ces données, avaient bien été anonymisées, beaucoup disent que non, et surtout qu'elles aient depuis lors été effacées, et encore faut-il mesurer le degré d'effacement. Et puis, on a surtout découvert au passage qu'un seul homme en Belgique, qui avait l'outrecuidance en plus d'être le vice-président de l'organe de protection de la vie privée, se retrouvait à être celui qui avait formaté toutes les banques de données interconnectées en question, qui touchaient à votre santé, à la nôtre de santé. Et donc, toutes ces banques de données devenaient interconnectables, et le seul qui n'était plus éjectable, c'était lui. Le seul poste dont il a été fichu de devoir démissionner, c'est celui à l'organe de la protection de la vie privée, mais sur tout le reste, il est toujours là. Et donc, c'est bien cette façon de démontrer, par l'horrible absurde,
que l'on peut créer de l'Orwell, que l'on peut créer du big data, mais surtout du Big Brother au sommet de ces data, parce qu'à un certain moment, des conditions exceptionnelles, avec peu de surveillance, je vous rappelle que lors de Covid, un exécutif s'est retrouvé, sans le vouloir, mais amené à prendre des décisions autoritaires avec des chambres qui s'étaient mises en congé. Les chambres avaient peur, le port du masque ne les rassurait pas, elles se sont mises en congé, sans même, je vais dire des mots très sévères, hein, Daniel, mais lorsque une chambre française criminelle à Bordeaux se réunit dans la couardise pour transférer des pouvoirs spéciaux à Philippe Pétain et transférer la République vers l'État français, au moins les chambres se sont réunies et au moins y a-t-il eu un vote. Chez nous, il n'y en a même pas eu. Il n'y a pas eu de transfert de vote de pouvoir ou de pouvoirs spéciaux au gouvernement qui se les ait auto-attribués. Et le débat ensuite n'a pas eu lieu. C'est un débat fantoche où on s'est congratulé d'avoir très bien fait les choses et on a éteint la lumière, on est rentré chez soi, on est passé à la feuille de route suivante. Donc, oui, je suis inquiet déjà rien que sur ce que représente notre profil électronique, notre personnalité électronique. Mais d'aucuns sont occupés à investir l'affaire autrement. Alors, avez-vous vu ici dans la salle 2001 Odyssée de l'espace? Eh bien, si vous l'avez vu, vous vous souviendrez de ce dialogue intéressant et poignant à la fois entre Hal, oui, l'ordinateur de bord, et Dave, qui est le pilote de la navette. Et vous savez qu'à un moment, comme l'ordinateur a pris la main, l'objectif de Dave et de ses comparses, c'est évidemment de débrancher, enfin de mettre l'ordinateur hors circuit. Et à un moment, Dave dit « Hal, open the doors, please ». Et Hal dit « No, Dave. No. I'm afraid. » J'ai peur. Sentiment humain. J'ai peur de quoi? What are you afraid about? I know you will kill me. Je sais que vous allez me débrancher et me tuer. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu l'occasion de publier, il y a 15 ans déjà, un article dans une revue maçonnique où je mettais en exergue le fait que beaucoup réfléchissaient dorénavant, et c'est en cours, à des droits syndicaux pour les intelligences artificielles actives. Donc, la machine remplaçant X nombre de travailleurs et de travailleuses a droit peut-être un jour à une taxation compensatoire, ça serait pas mal, mais surtout à des droits syndicaux. Et certains y réfléchissent activement. À la protection. Et la protection de santé aussi. Alors c'est quoi la santé d'une machine? Eh bien c'est le droit d'être réparé. Et pas de tomber dans l'obsolescence. Et puis maintenant, certains en sont à dire le droit de pouvoir ne pas être débranché. Ne pas pouvoir euthanasier la machine, en gros, s'il fallait faire un décalque humain. Or, je vous donne 3 choses pour y réfléchir. Et là, c'est une réflexion en cours, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Jour après jour, je découvre des articles qui tombent et je vous engage dorénavant à y être attentif. 3 éléments. Premier élément, il y a 3 ans, on a fait dialoguer l'intelligence artificielle de Facebook avec celle de Google. Et au bout de très peu de temps, on s'est non seulement rendu compte que le dialogue était parfaitement possible entre ces 2 intelligences génératives, mais qu'en plus, elles étaient tellement génératives que pour échapper au contrôle humain, elles avaient créé leur propre langage. Et quand on s'est rendu compte, à un certain moment, quand les spécialistes se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient plus à comprendre ce que le système se disait entre eux parce qu'ils avaient créé un langage, ils se sont mis évidemment à décoder le langage. Mais comme les machines ont repéré qu'ils décodaient le langage, ils ont créé un métalangage, et puis un métalangage, et puis un métalangage, et puis un métalangage. Et en fait, on n'a jamais su arrêter l'affaire. Sans débrancher. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que le patron de Facebook a dit il faudrait sans doute un bouton panique. Oui. Pour pouvoir effectivement disjoncter le système. Deuxième élément. Vous savez que depuis 15 ans, plus aucun grand maître des échecs n'a battu une intelligence artificielle. Mieux, ou à charge égale, le plus grand maître du jeu de Go, qui est un jeu d'une patience et d'une complexité, si calculer des coups au Go, ça relève de la patience ou du supplice chinois, eh bien, le grand maître a perdu.
Parce que la capacité algorithmique à anticiper, à calculer tous les cas de figure et tous les dossiers précédents est éminemment plus forte, évidemment, que tout l'esprit humain en termes de capacité et de vélocité. Eh bien, face à cela, on peut se demander si, demain, l'idée d'inscrire un droit à ne pas débrancher ne va pas être tout simplement une espèce de jeu de pyromane absolu, parce que ça voudra dire qu'à un certain moment, imaginez dans cette crise du langage et du métalangage, si on ne peut pas disjoncter, si on ne peut pas à un certain moment court-circuiter le système, c'est le système évidemment qui se met à nous court-circuiter. Et prenons acte du fait que l'on a déjà installé dans les premières lignes, maintenant, ces gestions algorithmiques. Les gestions de dossiers médicaux, de dossiers juridiques, etc. sont en cours, et on sait récemment que ChatGPT, pas dans sa version ordinaire, mais dans sa version pro, donc débuggée, n'a pas hésité, enfin pas hésité, c'est une question de programmation évidemment et de denrées, mais dans l'obsession qu'il y avait à lui demander de créer à un certain moment un jugement, a créé de toutes pièces une fausse jurisprudence sur laquelle elle a étayé le jugement qui a été proposé. Ce qui veut dire que je plains d'ailleurs les juristes, et les magistrats en particulier demain, les avocats aussi d'ailleurs, mais les magistrats en particulier, qui vont devoir, ça je vous fiche mon billet, pour des raisons d'efficacité et d'efficience budgétaire, s'appuyer sur ce genre d'outils, et qui vont d'abord devoir aller revérifier tout le process pour s'assurer que la décision qui leur est présentée ou la jurisprudence qui leur est présentée est bien réelle. Alors déjà que les profs, en général, et les profs d'UNIF se plaignent de devoir aller vérifier dans le menu du détail tout le pillage et le plagiat qui est organisé allègrement, alors je ne vous explique pas si, outre le plagiat, on invente. Je vous garantis, il l'a relu, je n'ai pas inventé. Les éléments qui sont dedans sont des éléments probants avec référence. Mais c'est inquiétant, n'est-ce pas? Alors bien sûr, comme ces intelligences sont génératives, qu'elles ont une capacité de deep learning, c'est-à-dire d'apprendre au fur et à mesure et d'apprendre de leurs erreurs, on peut imaginer évidemment que l'erreur de la fausse jurisprudence ne va pas se reproduire dans les mêmes circonstances. Mais qu'est-ce qui nous garantit que cette erreur ne soit qu'un vice premier et ne soit pas à un certain moment induite dans l'envie de brouiller les cartes du contrôle? Imaginez que le langage de Facebook et Google, des deux intelligences, aurait pu se dire « mais on va les égarer ». Ça veut donc dire qu'à côté de cette question où tu poses le problème d'un droit éventuel qui serait organisé par rapport à l'intelligence artificielle, il y a aussi les droits de l'homme par rapport à l'arrivée de toute une série de phénomènes nouveaux, dont l'intelligence artificielle. Oui. Et donc il va falloir faire à un moment donné une convention, enfin un mécanisme juridique, politique, tel qu'on l'a envisagé tantôt, pour se prémunir des dérives possibles de l'intelligence artificielle et pour pouvoir la réguler. Alors, c'est d'ailleurs donc une fois de plus pour ça que j'ai adopté à titre personnel l'appellation québécoise de droit de la personne humaine. Parce qu'au moment où nous entamerons les débats, la mise en parallèle de personne humaine, personne électronique, mais le débat ne s'arrêtera pas là. Hein. On va, dans les toutes prochaines années, devoir trancher déjà maintenant, entre des droits de la personne humaine, des droits de la personne électronique, des droits des animaux que l'on veut inscrire dans la Constitution, des droits de la terre en tant que nature que l'on veut constitutionnaliser. On veut d'ailleurs tout constitutionnaliser, ce qui finit par être excessif, hein, parce que à force de faire l'inflation constitutionnelle, on banalise l'aspect constitutionnel et la sacralité constitutionnelle. Mais bref, ça c'est un autre débat. Mais donc on va se retrouver à un certain moment à devoir recréer une hiérarchie des normes entre l'ensemble de ces droits. Et ça n'est pas neutre. Imaginez que les grands débats qui se posent sur l'idée de constitutionnaliser ou sanctuariser les droits de la planète ne se disent pas comme tels. Ils se disent aussi sanctuariser, au-delà de l'humain, les droits du vivant. Attention, les droits du vivant. Vous allez balayer toutes les législations IVG. Parce que la parthénogénèse des 2 premières cellules, c'est déjà du vivant. Évidemment, c'est un phénomène purement physiologique et physique.
et biologique, c'est du vivant. Ça, c'est incontestable. Vous pourrez vous battre aussi longtemps. Oui, mais posez le débat actuel, 14 ou 18 semaines ou au-delà. Posez-le non plus en termes d'interruption volontaire de grossesse, mais d'interruption volontaire du vivant. Bon courage, hein? Parce que si vous avez sanctuarisé à un certain moment dans des textes fondateurs et fondamentaux la notion de vivant, je vous garantis que le Tea Party américain va faire des émules un peu partout et ils vont retrouver effectivement une hiérarchie des normes qui va être balayée, bousculée. C'est un exemple. Donc, ce ne sont pas des choses neutres. Ça a l'air gentil. Évidemment qu'il faut protéger et prendre des dispositifs pour éviter la prédation humaine. Évidemment qu'il n'est pas normal, enfin, j'espère qu'on en est de plus en plus convaincus, qu'au tiers de l'année, on vient de le faire, nous ayons déjà consommé une planète et que l'on va en consommer 4 autres avant la fin de l'année. Un jour, on finira l'année précédente en ayant consommé la suivante. Vous savez, ça aussi, je peux vous le traduire autrement, parce que ça peut avoir l'air un peu bizarre de le dire comme ça. Vous savez, en France, depuis des décennies, c'est singulièrement vrai dans les grandes villes, et alors à Paris, ça c'est le sommet, vous êtes déjà arrêté à Paris devant la vitrine d'un agent immobilier? Je vous conseille de le faire, ça vaut le déplacement et la visite. Vous allez voir des affichettes pour 18 mètres carrés ou 13 mètres carrés, si, ça se vend, au prix où chez nous, vous allez acheter un appartement complet, évidemment. C'est des prix délirants. Si vous espérez des surfaces comme les nôtres à Paris, vous êtes millionnaire. Alors, pour pouvoir acquérir ces biens, qu'est-ce qu'on fait? On a inventé des prêts hypothécaires gageables sur plusieurs générations. Et donc, vous hypothéquez les générations suivantes auxquelles vous ne demandez pas leur avis. Donc, on fait porter des responsabilités, la prédation planétaire est organisée. Alors, bien sûr que ça ne peut pas durer. Bien sûr qu'on va devoir encadrer des comportements délictueux dans l'esprit, dans la morale. Mais par contre, on va devoir alors trouver le respect des normes entre qu'est-ce qui est au centre? Les droits de l'homme, les droits de la nature, les droits des toutous. Et je suis un admirateur des chiens et un adorateur des chiens, donc je ne suis pas suspect à cet égard. Mais s'ils m'entendent dire le contraire, je vais passer une mauvaise soirée. Mais je veux dire, voilà, tous ces éléments-là et la personne électronique. Vous savez, c'est probablement dans les effets que j'attends, celui qui m'interpelle et m'inquiète le plus. Je vous donne encore 2 exemples. On a beaucoup ri il y a 15 ans, plus personne s'en souvient. On a beaucoup ri quand je mettais en garde contre un phénomène, y compris quasiment psychopsychiatrique, les Tamagotchi. Vous vous souvenez des Tamagotchi? Ces espèces de mauvais petits écrans digitaux de première génération avec un mauvais petit dessin d'un petit chien ou d'un petit chat et qu'il fallait nourrir à temps utile, qu'il fallait sortir à temps utile et sinon il mourrait et vous étiez vraiment un salopard parce que vous aviez laissé mourir votre Tamagotchi. Bon. Et j'ai vu des gens quitter des réunions pour aller sortir Tamagotchi. Hein. Bon, donc... Non, mais je vous assure. Bon, parce qu'à un certain moment, il y a une projection psycho-affective, ce qui souligne aussi l'immense solitude d'un certain nombre de personnes. Imaginez d'ailleurs demain, avec certaines intelligences artificielles génératives, ce que vont donner des gens qui ne mourront plus. Donc, vous allez vivre avec l'illusion de l'autre. Vous savez, dans l'ordre politique, c'est déjà ce que Mélenchon fait quand il fait 2 débats à distance le même moment, le même jour, à la même heure. Hein. Bon, si vous allez vivre avec l'artefact, mais qui en plus, aujourd'hui, avec le morphing et avec la capacité d'apprentissage des langues, vous avez déjà ces séquences maintenant. Vous savez, Macron parle parfaitement allemand. Il ne parle pas du tout, peut-être pas un mot. Mais dans toutes les séquences, il parle parfaitement allemand parce que c'est l'intelligence artificielle qui modifie tout le morphing du visage pour lui faire parler allemand. Et comme on a pu dupliquer, cloner la voix parle, c'est bien la voix de Macron qui parle allemand, sauf qu'il l'a jamais appris. Bon. Donc, vous allez vivre, enfin, vous avez des enfants, envoyez-leur faire psycho, hein, je veux dire, et puis psychiatrie et tout le reste, et tout ce qui va être détente autour de ce truc-là, même les trucs les plus fous, parce qu'ils vont avoir, mais alors, des clients à revendre. Eh bien, je vous garantis que on en a ri à l'époque, voyez où nous en sommes maintenant, il n'y a que 15 ans. Vous voyez? Et donc, je crains fort que l'accélération de ce genre de principe
passe d'abord chez nous en disant non, mais bon, tu rêves, tu as trop lu Orwell, tu as trop regardé de science-fiction, c'est pas comme ça que ça marche, etc. Nous serons vigilants. Et en fait, nous ne le sommes pas du tout. Mais pas du tout. Donc je crains fort Et que. ça veut dire qu'il faut mettre des garde-fous alors. Ça veut Un dire autre qu'il faut mettre des exemple que garde-fous, tu ouais. prends dans le livre qui est très parlant, c'est celui de maintenir la monnaie Ah oui, papier. oui, Monnaie papier, monnaie physique Oui. contre le numérique. Oui. Mais à un moment donné, il faut quand même que. Il y a des pays en Europe qui ont introduit la monnaie, oui. Mhm. l'exigence de la monnaie, dans la Constitution, Oui, oui, en oui, disant oui. c'est un droit d'avoir de Oui, la oui. monnaie physique. En Europe et en Amérique latine. Est-ce qu'il faut passer par là pour toute une série de choses? Est-ce que c'est ça vraiment les nouveaux droits qu'il faut mettre en place? Je... Des barrières de protection Oui, pour que l'humain reste humain? oui, pour que l'humain reste propriétaire de sa vie et de lui-même. Sinon, les barrières de l'habeas corpus sont occupées à s'effondrer. Je vous donne une série d'exemples. Et ça illustre bien le lien avec le sujet précédent, évidemment. Parallèlement, on a vu effectivement, ça n'a échappé à personne, la raréfaction des distributeurs de billets. Il a fallu hurler et gueuler pour que le gouvernement donne des injonctions à rétablir un certain nombre de guichets, mais qui deviennent des guichets interbancaires, qui ne sont plus associés à une banque en particulier, le plus souvent. Bref, on a bien vu que le plan était, et toute la communication bancaire tournait autour de l'idée, extinction de la monnaie papier, le tout à l'électronique, le payconique, vous payez le paiement contact, etc. Et maintenant, vous avez la multiplication des cartes contact et autres, le téléphone bien sûr, et en fait, on vous dit déjà, la monnaie pièce, les petites, ramenez ça à la banque, ça ne sert plus à rien, enfin bref. On voulait tarir la monnaie fiduciaire en propre que vous touchez. Alors on a un peu rétabli quand même les guichets automatiques, mais pas de manière massive. Et alors on se surprend à ne pas être attentif. La même semaine, il y a peu, où le Parlement européen vote, et c'est bien, c'est courageux, un Artificial Intelligence Act, un début de réglementation que j'appelle de mes voeux, éthique, de l'intelligence artificielle. La même semaine, le Parlement européen vote et solde les budgets pour passer de l'expérience à la réalité du CBDC. Non, ça ne se fume pas. Inutile d'aller chercher ça en magasin. CBDC, Central Bank Digital Currency, la monnaie électronique des banques centrales. C'est l'euro électronique. Alors, c'est associé à l'idée d'ailleurs de monnaie hélicoptère. Non, ça ne se fait pas non plus en larguant par hélicoptère de la monnaie dans votre jardin comme les œufs de Pâques. En l'occurrence, de quoi s'agit-il? Chaque citoyen et citoyenne en Europe va disposer d'un compte d'office auprès de la Banque centrale européenne sur laquelle on va, en termes d'aide directe, déposer, la Banque centrale européenne, va déposer un montant en euros électroniques, non convertible en euros papier. Ce qui d'ailleurs va permettre au passage, mais ça c'est une incise, de nouveaux principes de dévaluation compétitive entre l'euro électronique et l'euro circulant, ce qui est une idée de Mario Draghi qui est assez fin à cet égard. Mais ce n'est pas ça le problème. En juin dernier, au Forum économique mondial de Davos, réunion annuelle des grands de la planète, n'est-ce pas? Et vous pouvez trouver la séquence sur YouTube, je n'imagine rien. On interviewe le responsable du département Chine du FMI, du Fonds monétaire international. Le gars n'est pas chinois, il est juste au FMI responsable du secteur Chine. Et parce que la Chine, sur tout ce qui est contrôle électronique, est très en pointe, évidemment. Et donc, l'intervieweuse lui dit mais alors, à propos de cet euro électronique et de ces monnaies électroniques gérées par les banques centrales en général, vous convenez quand même que c'est une possibilité directe pour les pouvoirs de surveiller, déterminer et borner les capacités, ce qu'on peut faire avec cette monnaie. Il dit bien entendu, dit le gars, sans se décontenancer, et l'air d'ailleurs d'être un peu surpris de la naïveté, l'évidence. Oui, de l'évidence et de la naïveté de la question. Il dit bien entendu, on pourra tout contrôler. D'ailleurs, dit-il, avec cet argent, vous ne pourrez pas acheter n'importe quoi.
Alors il commence une énumération, il dit vous ne pourrez pas acheter des armes. Personne qui va s'en plaindre. Vous ne pourrez pas acheter de la drogue. Ça commence déjà un peu plus à m'inquiéter parce que qui définit ce qu'est une drogue et qu'est-ce qui est une drogue ou pas dans le débat. Et alors il dit, vous ne pourrez pas acheter de la pornographie. Bah, faites un référendum, tout le monde va dire, bah oui, c'est très bien. Vous voyez, c'est ça. Sauf que quand moi, à 18 ans, je suis rentré à l'Université libre de Bruxelles, la grande affaire de l'époque, c'était la saisie et la censure du film L'Empire des Sens. Je redis, comme devant chaque auditoire où je le cite, Daniel, tu vas finir par connaître Marie Tonnelle par cœur, un film chiant à mourir. Chiant à mourir. Attendre 2 heures pour une scène de castration suggérée où on ne voit pas grand-chose, franchement, il fallait se le faire. Notez bien que je n'ai jamais vu, parce que j'étais jeune étudiant en droit, je n'ai jamais vu autant de toges, d'avocats et de magistrats au Palais de justice de Bruxelles pour assister à la projection du film en question, parce que c'était le passe-droit pour pouvoir entrer dans la salle. Et la salle était bondée, il fallait vraiment se glisser, tout le monde voulait voir, tout le monde s'est farci 2 heures d'un truc chiant à mourir pour cette scène à la con. Oui. Mais cette scène à la con, si vous la comparez à ce qu'on fait maintenant, mais franchement, c'est Donald Duck. Hein. Bon, donc, mais c'était défini comme de la pornographie. Aujourd'hui, vous publiez le fameux tableau de Courbet, L'origine du monde, sur votre page Facebook. Je vous garantis que vous allez avoir des problèmes avec votre compte dans les jours qui viennent. Si, j'ai encore eu un ami qui l'a eu il y a 3 jours. Oui. Compte bloqué. Ah oui, mais ça dépend. Ça dépend effectivement parce que l'algorithme balaye, alors vous avez la chance probablement. Et je sais parce que souvent, il y a des campagnes, des contre-campagnes qui disent publier au maximum, etc. Mais donc, qui définit à un certain moment la portée pornographique de quelque chose? On sait, par exemple, je vais remonter à d'autres exemples, hein, ce que le nazisme appelait les arts dégénérés. Qui maintenant font la fortune des galeristes, hein, mais bon, les arts dégénérés. Eh bien, si demain on dit ah ben avec cet argent-là, vous ne pouvez pas acheter des arts dégénérés. En fait, ce que je veux dire aussi par là, c'est que le pouvoir, tant que nous sommes dans un pouvoir qui nous convient, un pouvoir démocratique, et encore, qu'est-ce que ça veut dire, hein, parce que le gouvernement italien est un gouvernement démocratiquement élu, mais qui a des composantes qui m'inquiètent plus que jamais. Orban a été élu et il n'arrête pas de m'inquiéter de plus en plus. Et quelques autres dans le circuit. Mais je veux dire que progressivement, les régimes glissent et l'illibéralisme s'installe. Et on voit que dans les enquêtes d'opinion, les eurobaromètres par exemple, le mot efficacité et efficience devient les premiers paramètres de satisfaction. Donc, et là, singulièrement aussi chez les jeunes. Les jeunes seraient prêts, d'après ces enquêtes, à sacrifier des libertés individuelles et collectives au nom de l'efficacité. De la démocratie au nom de l'efficacité. La démocratie, c'est pas efficace, c'est trop long, c'est trop lent. Allez, hop, éliminons le machin, allons-y en avant. On voit d'ailleurs de plus en plus de gouvernements, ou plutôt d'États, où les parlements sont ou devenus croupions ou subalternes. Et où on a alors d'ailleurs un affrontement direct entre des exécutifs forts et un pôle judiciaire qui est censé devoir faire barrage à l'hubris. C'est évidemment, mais ces temps-là aussi ont changé, la première Cour suprême au début du premier mandat de Trump qui fait barrage, y compris des juridictions locales qui font barrage à ces excès. Aujourd'hui, on sait que parce qu'il a eu l'opportunité de modifier la composition de la Cour suprême, ce sera beaucoup moins le cas. Et donc, mais on voit bien que ces grands débats éthiques sur, par exemple, qu'est-ce que de la pornographie, qu'est-ce que de la prostitution, etc., sont de moins en moins portés par les parlements eux-mêmes. Ce sont en général des propositions de l'exécutif qui découlent d'injonctions du judiciaire parfois qui disent là, il y a un vide juridique, vous devez impérativement légiférer. Une proposition, toujours l'objet d'un compromis chez nous, est amenée à l'emporte-pièce. Et puis on vote sur le doigt sur la couture du pantalon, sauf quand il y a des majorités alternatives, mais ça c'est une autre affaire. Donc on est dans quelque chose où les régimes peuvent basculer assez vite, et donc je m'inquiète évidemment largement de la possibilité effectivement de qui va déterminer demain ce qui est licite ou illicite. Je prends un autre exemple que je développe dans le livre, sur le contrôle social. Oui, bien sûr. Bon. Rome a testé pendant un été et ensuite Bologne a enchaîné il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, sur la création d'une Smart Citizen Wallet. Ça c'est un beau nom. Hein. Donc vous avez une
tous les citoyens de Bologne ont dorénavant un portefeuille électronique en quelque sorte auprès de l'administration communale, un portefeuille de bonne citoyenneté. Alors comment est-ce qu'on devient bon citoyen? Au départ, ça paraît complètement surréaliste. Est-ce que vous sortez vos poubelles dans les heures prescrites ou pas? Alors vous dites, on paye un habitant sur 2 pour surveiller le voisin, c'est le retour de la sécurité roumaine, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais pas du tout. Très rapidement, vous vous renseignez et vous découvrez que, comme chez nous, bien entendu, vous êtes tenu d'acheter les sacs poubelles dûment estampillés et reconnus par l'administration communale, et il se fait qu'il y a une puce dans le sac qui fait qu'évidemment, sur l'espace public, la puce indique à quelle heure elle a figuré dans les endroits par des bornes qui sont installées dans l'espace public, et donc on peut vérifier si vous l'avez sorti dans les créneaux horaires ou pas. Pour l'instant, il n'y a pas de point négatif. Vous êtes simplement crédité de points positifs quand vous êtes compliant et bon citoyen, ou bonne citoyenne. Mais tout renseignement pris, évidemment, dès que le système sera bien installé, les points négatifs vont arriver. Comment ça? Ah, vous n'avez pas respecté les C'est déjà le horaires. cas en Chine. Ben oui, vous n'avez pas respecté les horaires, bardaf, des points négatifs, vous perdez des points. Êtes-vous suffisamment utilisateur des transports publics? On va dire qu'on regarde les défis de la planète, c'est pas criminel de s'en inquiéter. Donc, oui, vous devez le démontrer évidemment. Hein. On fait un relevé de votre carte d'abonnement de transport public. Sinon, vous n'êtes pas crédité, voire vous êtes crédité négativement. Et alors, le troisième critère, c'est êtes-vous suffisamment consommateur des produits culturels de la ville? Attendez, là, c'est le formatage intellectuel qui est en cours, évidemment. Hein. C'est est-ce que vous allez suffisamment voir les pièces de théâtre au théâtre de la ville, les expositions à la salle d'exposition culturelle de la ville, etc. Là, c'est du formatage. Et quelle est la firme qui fournit le matériel en question? Eh bien, c'est une des branches du groupe Alibaba. Ah ben oui. Et c'est la firme qui, en Chine, s'occupe de tout le dispositif de contrôle social, bien plus encore sophistiqué que chez nous. Hein. Mais bon, ça peut arriver très vite dès lors. Hein. Je vous signale qu'en Chine, par exemple, vous ne payez pas certaines factures ou vos impôts, vous n'avez pas ceci, cela. Au Carrefour, il y a des grands écrans au sommet des buildings. Et si vous êtes repéré dans le secteur comme un mauvais citoyen, mauvais payeur et autres, votre portrait, votre faciès s'affiche. Et donc, les personnes autour de vous peuvent se rendre compte qu'elles fréquentent, là, sur le trottoir, un mauvais garnement digne des pires coups. Mais ça veut dire dans la foulée que vos enfants, si vous êtes un récidiviste, vos enfants n'auront pas accès à certains types d'écoles ou à certains types de plaines de jeux, à certains types de loisirs, etc. Des papiers pour voyager, etc. Donc, ce contrôle social, on l'a vu aussi à l'œuvre pendant le Covid-0 en Chine, y compris dans les bâtiments, où en fait les serrures pour sortir, les serrures qui permettent de sortir soit de l'appartement, soit en tout cas du bloc d'habitation, sont liées à un détecteur de température. Donc en fait, vous devez vous soumettre au détecteur de température. Votre température est trop élevée, la porte ne s'ouvre pas. Bon, donc on a devant une capacité, enfin sans doute hein, qu'on est devant une capacité d'utilisation qui dépend du régime. Mais Alibaba, c'est pas loin de chez nous, vous voyez. Son hub européen est à Bierzé. Et ce qui est encore un peu plus inquiétant, c'est que 15 grandes villes européennes, dont au moins 2 grandes villes belges, très grandes, ont déjà demandé à avoir le rapport d'efficacité du système. Marque un intérêt en tout cas pour le système. Donc nous sommes occupés à glisser, nous devons être très attentifs à ce que ces nouvelles barrières technologiques ne viennent pas rogner toute une série de nos libertés. Le fait de détenir de l'argent papier garantit votre liberté de faire. Si nous sommes déterminés à ne plus avoir que de l'argent électronique, sans encadrement très strict alors du contrôle, de la gestion, etc., de mauvaises plaisanteries vont nous arriver. Voilà pour une série de dangers pour garder l'humain. Il y a peut-être, et ça sera sans doute ma dernière question, avant de vous donner la parole pour que vous aussi puissiez poser des questions, ce sont les risques de relativisme globaux qui sont pris notamment par toute une série
de dispositions, de conventions régionales Mhm. ou par des groupes religieux qui tentent à revoir le corpus des droits de l'homme au nom de leur manière de voir une pensée philosophique, une pensée religieuse, une pensée régionale. Ça, c'est au-delà de l'humain, c'est le corpus lui-même qui est mis en cause. J'examine, euh, je suggère d'aller plus loin, effectivement, sur l'examen de ces déclinaisons locales et régionales. Alors certaines ne me paraissent pas inquiétantes, hein. La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, bon, on ne va pas dire qu'elle nous inquiète matin, midi et soir. Euh, la Convention américaine et panaméricaine mérite d'être relue attentivement parce qu'il y a des spécificités à la fois, Oui. c'est logique, mais il y a aussi des manques et qui traduisent des faits historiques qui caractérisent cette zone. Tout n'est pas négatif, me semble-t-il, dans l'appropriation régionale d'un certain nombre d'effets. Par exemple, en Afrique, on insiste beaucoup sur l'idée que les droits de l'homme, les droits individuels, de, basés sur 48, ne viennent pas détruire le modèle social et familial africain. Dans la mesure où effectivement la notion de famille, famille élargie, du socle de responsabilité que cela induit intergénérationnellement, etc., que nous avons connu, que nous avons largué depuis belle lurette, que ce mode d'appréciation ne vienne pas détruire ce qu'ils considèrent être véritablement non seulement un fondement de leur société, mais un trésor. Et à bien des égards, je ne suis pas loin de penser qu'ils ont raison. Donc, en faisant des déclarations qui accommodent, qui ne détruisent pas les droits individuels, mais les assortissent en tout cas du respect d'un certain nombre de normes sociales, sont intéressantes. D'autant plus que souvent ces conventions particulières se réfèrent Absolument. à, Dans leur préambule. à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, par contre, c'est tout autre chose, et je la relève, quand on fait face, par exemple, c'est pas la seule, hein, mais à la déclaration que l'ayatollah Khomeini fait prendre dès qu'il arrive au pouvoir et qui s'appelle la Déclaration islamiste des droits de l'homme. Ce qui est déjà en soi un plaisir. Et parce qu'évidemment, il s'agit bien de proclamer l'islam politique, chiite, mais au-delà de ça, vous allez y chercher la femme, hein. Donc les droits de la femme sont évidemment complètement régressifs. Là, pour le coup, c'est bien la déclaration des droits de l'homme, hein, ça, il n'y a pas de doute. Euh, et en plus, évidemment, et c'est dit en toutes lettres, la loi religieuse, Prime. oui, prime, elle supplante la loi civile. Donc évidemment, exactement à l'inverse de tous nos combats chez nous. Donc l'appellation est trompeuse et fallacieuse, évidemment, hein. Mais par contre, ce qui est d'autant plus inquiétant, c'est quand elle prétend à l'universel. Alors évidemment, euh, c'est à la fois un excellent baromètre, hein, une excellente jauge en quelque sorte du régime auquel on fait face. Notez bien, Mussolini avait, j'en parle aussi, planifié une déclaration fasciste des droits de l'homme. Tous les régimes fascistes qu'on a pu connaître, y compris l'ignoble Pinochet, n'avaient absolument pas abrogé l'idée de droits de l'homme, sauf qu'il les accommodait à sa sauce. Donc on a effectivement des déclinaisons, des parodies de droits qui sont parfaitement écrites et organisées, et qui évidemment sont gênantes dans la mesure où nous sommes faibles. Faibles, j'entends, nous parfois, faibles dans nos façons de vouloir accueillir toutes les pensées du monde. Lorsque, évidemment, l'Iran, héritier de Khomeini, ou l'Arabie saoudite, avec MBS, préside la Commission des droits de l'homme, alors je sais que dans l'idée du multilatéralisme, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je sais aussi ce que rappelait il y a peu Hubert Védrine en disant, en parlant du moment où il était ministre des Affaires étrangères de la France et où il disait aux journalistes qu'il interrogeait, vous savez, si je n'avais dû dialoguer qu'avec les démocraties, j'aurais eu beaucoup de temps libre. C'est un fait. Évidemment, la diplomatie s'intéresse forcément aussi à tous les régimes, d'une part, et à tous les régimes avec lesquels on a des problèmes, certainement. Mais il n'empêche, hein, on est quand même devant des instruments où progressivement
nous relâchons la puissance. J'y fais référence aussi. On m'a beaucoup ri au nez il y a une petite vingtaine d'années, vous souviendrez peut-être de cette période. La France connaît la commission Stasi, qui finit de manière un peu ridicule, sur base d'un rapport extrêmement fouillé, par se réduire à un débat parlementaire sur la taille des barbes et des bandanas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on allait supplanter le foulard par un bandana et les hommes allaient devoir surveiller la taille exacte de la barbe, et qui était à peu près calculée sur celle de Tariq Ramadan et de ses costumes Gucci. Bon, on a vu depuis que le costume et la barbe bien taillée ne changeaient rien à la nature de l'individu. Dans la foulée de la commission Stasi, la Belgique, comme d'habitude, quand la France a pris froid, la Belgique s'enrhume. Donc, Maria Rena est en charge alors de créer un dialogue interconvictionnel et interfédéral de l'État. Et on me demande à un certain moment d'aller jouer le facilitateur de parole. Après tout, comme intervieweur, j'ai peut-être cette facilité. Donc j'ai vécu les choses de l'intérieur. C'est le moment où Louis Michel et le MR et Duquesne doublonnent l'affaire, depuis le Sénat, en créant une table ronde interconvictionnelle où on va donc avoir deux systèmes qui ne vont pas dialoguer jusqu'au bout et puis ils vont essayer quand même de bric et de broc d'arranger quelque chose. J'avais fait venir à l'époque, avec notre amie Eliane de Prost, qui était à la tête du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, l'ancien maire de Londres et l'ancien maire de Manchester, qui était venu nous expliquer les dangerosités et les porosités rapides de ce qu'on va appeler le multiculti, c'est-à-dire la juxtaposition dérogatoire des cultures, où on finit par concéder des dérogations à l'ordre public et commun en raison de la culture particulière d'un groupe. L'exemple le plus frappant, en tout cas pour moi, avait été celui des motards de la police de Londres qui sont sikhs. Parce qu'en fait, le garçon sikh, dès qu'il entre dans, dès qu'il fait sa bar mitzvah sikh, dès qu'il entre dans l'âge adulte, l'âge adulte doit non seulement porter le turban, mais le kirpan, qui est le poignard qu'il y a dans le turban. Poignard sacré. Mais mettons même, donc rien qu'aussi le fait qu'il puisse entrer à l'école avec un poignard, enfin, ça représentait quand même pas mal de dérogations possibles. Mais arrêtons-nous simplement au turban de l'adulte motard. Vous avez déjà essayé de mettre un casque sur un turban? Ça ne marche pas, hein? Bon. Donc, ils avaient obtenu une dérogation parce qu'il n'était pas question d'enlever le turban. Donc, ils ne mettaient pas le casque. Sauf qu'évidemment, ça supposait qu'on négocie des dérogations avec les compagnies d'assurance. Évidemment, parce qu'ils devaient rester couverts. Mais à partir du moment où on a négocié des dérogations pour eux, il y en a d'autres qui ont dit « mais moi je suis claustrophobe, je ne veux pas le casque non plus ». Et si vous l'autorisez pour lui, vous devez l'autoriser pour moi. Hein, parce que moi, c'est ma foi de pastafarien qui dit que, à part une passoire sur la tête, je ne peux pas, et avec ma passoire, je ne peux pas mettre le casque. Bon, enfin bref, vous voyez la limite absurde. Et ça, évidemment, c'est le phénomène le plus rigolo, si j'ose dire, quoique, mais le plus exemplaire de ce qui est du multiculti dérogatoire. Et puis, on arrivait avec l'exemple de l'Ontario. Alors là, on a franchi l'Atlantique, on est de l'autre côté, on est au Canada, où ils ont commis la bévue du siècle. Ils ont estimé à un certain moment qu'ils pouvaient faire rentrer dans notamment la gestion civile, de la justice civile, la charia. Et certains effets de la charia. Ne négligeons pas que dans les cas on ne va même pas dire de divorce, mais de répudiation, la négociation qui se fait qu'entre hommes de la famille, le père, celui qui va devenir l'ex-conjoint, et éventuellement les frères, en se basant sur la charia, la femme n'a aucun droit zéro à réclamer une part du patrimoine, la garde des enfants, etc., etc., etc. En introduisant pendant 2 ans en expérience la charia dans des circuits de conciliation. Ils se sont mis le doigt dans le piège, parce qu'au moment où ils se sont rendus compte que ça allait beaucoup trop loin et qu'ils ont voulu arrêter, le problème c'est que la jurisprudence était là. Et que donc des cours et tribunaux ordinaires se sont mis à se voir interpellés sur base de la jurisprudence qui avait été admise pendant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, et à qui on devait donner raison, parce qu'évidemment la jurisprudence était bel et bien existante et avait été dûment enregistrée comme telle. Et donc on voit bien que lorsqu'on se met à être dérogatoire sur la loi générale au nom de accommodement raisonnable, disait-on en règle générale, alors évidemment on tombe très vite dans le déraisonnable et le détricotage.
Et donc le programme en quelque sorte universel de cette déclaration de Téhéran porte en elle tous ces risques-là. Parce que avec cette expérience de l'Ontario, on était occupé à introduire dans le droit interne une grosse part du contenu de cette déclaration qui allait devenir excipable devant les tribunaux au Canada. Et quand vous savez combien, il a l'air propre sur lui comme ça, hein, mais M. Trudeau est d'une sensibilité extrême aux dérogations et aux accommodements raisonnables et aux phénomènes religieux, voire même sectaires. Et donc, il est capable de déroger sur tout, M. Trudeau. Le gendre parfait, il a le beau look, mais il déroge sur tout, y compris sur la raison. Et donc, c'est un exemple clair de ce qui peut attendre avec des déclarations, des parodies, mais qui deviennent des outils excipables. Voilà, vous avez vu que créer du commun, c'est pas seulement un projet, c'est aussi un créer de l'inquiétude. Que l'ouvrage qui dit qu'il s'occupe de l'histoire comparée des sources de droits de l'homme va beaucoup plus loin. Et la dernière partie de notre entretien, c'était effectivement de montrer les multiples risques qu'il y a aujourd'hui pour l'humain, pour les droits de l'homme, pour tout ce qui a été constitué au cours de cette longue histoire qui, comme on le disait en introduction, remonte effectivement à bien longtemps. À vous maintenant la parole, n'hésitez pas, posez vos questions. La première, et puis si elle n'est pas là, on passe directement à la seconde. Monsieur. Attendez, il y a un micro. Ah, le micro est là. Par rapport à tout ce que vous avez dit, ma question elle est très basique. Mais c'est parce qu'elle est parfois évoquée, notamment dans le monde artistique et dans la relation à l'humain, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des limites possibles, imaginées ou imaginables, des limites possibles de l'intelligence artificielle par rapport à l'affectif, par rapport au fait d'aimer quelqu'un, de ne pas l'aimer, mais en sortant absolument de critères qui nous seraient donnés. Donc c'est bien en deçà, c'est le petit enfant qui découvre quelque chose de particulier, il apprend après que ça s'appelle l'amour, l'affection ou quoi. Ça m'interpelle très fort, je crois que je ne suis pas le seul, et comme vous avez beaucoup pensé et réfléchi à ce genre de choses, je crois que votre avis, qui ne sera pas définitif, mais est intéressant à entendre. Merci. Je viens d'avoir, il y a très peu de temps, cette discussion, et elle fera l'objet d'une diffusion d'émission jeudi, dans Le Fin Mot, avec Raphaël Enthoven, qui vient de sortir un livre, c'est pas son premier, mais qui vient de sortir un livre totalement centré sur le sujet, et qui dit qu'il refuse, enfin le titre c'est « L'esprit ne sera jamais artificiel ». Et donc il me dit, ce que vous craignez est un mythe, parce qu'il s'agit là de programmation, et donc, certes, il y a une vitesse programmatique et algorithmique qui peut paraître fascinante et bouleversante, mais ces machines n'apprennent que ce qu'on veut bien qu'elles apprennent, et ce qui en fait n'est pas vrai, et en fait, ce n'est plus vrai du tout. Et nous ne pourrons jamais, il en arrive à votre conclusion, nous ne pourrons jamais imaginer que ces machines aient des sentiments humains. Écoutez, je ne suis pas en mesure à l'heure actuelle de définir exactement ce que les laboratoires sont occupés à affiner de ce point de vue. Ce que je sais, c'est que la vitesse exponentielle avec laquelle on est passé du Tamagotchi à la capacité de service personnalisé que ces nouvelles intelligences offrent est interpellante. Et ce qui m'interpelle et qui n'est pas moins inquiétant, me semble-t-il, c'est la capacité de certains humains à pouvoir se formater, à succomber à un manque affectif en le reportant vers une machine. Sinon, je n'explique pas le phénomène Tamagotchi, qui est un mauvais design, en plus. C'est pas beau, c'est moche. Et pourtant, ça a marché.
de manière incroyable. Enfin, je vous avoue que au début, j'étais très incrédule, mais quand vous voyez le volume de vente de Tamagotchi et le nombre de personnes, et alors le comble, c'est que vous pouvez aller vérifier, je ne raconte pas de bêtises, le nombre de dépressions post-mortem du Tamagotchi. Ça paraît saisissant, hein. Là je me dis franchement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, poussez-les à faire tous les métiers de la psycho, parce que là franchement, il y a un champ mais extraordinaire. Et donc je ne sais pas ce que je dois craindre le plus, c'est-à-dire la sophistication de plus en plus grande du produit technoscientifique, et en même temps l'extrême capacité d'autodépendance que l'être humain induit par solitude affective. Parce que c'est en fait, pour moi, ce que ça met le plus en lumière, c'est la solitude affective. Dans nos sociétés qui sont des sociétés de la solitude. Des sociétés qui sont organisées, je ne généralise pas, mais comme les sociétés africaines qui connaissent bien d'autres défis, mais qui sont des sociétés encore plus claniques, qui sont encore des sociétés où la famille, le sens de la famille élargie, intergénérationnelle est encore présente probablement autant de taux de dépression, voire de suicide, mais liés à d'autres phénomènes, mais moins à la notion de solitude affective, sauf dans les grandes villes. Et on sait que la solitude est très consubstantielle des grandes villes. Et nos pays sont des pays d'hyperurbanisme, d'hyperurbanité. On désertifie les campagnes, on fait grossir les villes et personne ne se connaît. D'où la nécessité de réintroduire ce qui aurait été assez spontané à l'époque de mes grands-parents, des fêtes des voisins, où on force un peu le trait. Mais dans les 13 mètres carrés tout à l'heure, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Moi, mes amis parisiens, je vous assure que j'en connais un qui a tenté d'ailleurs une carrière dans la mode, et c'était déjà un grand nom ici en Belgique, hein, et qui disposait d'un 13 mètres carrés à Paris et qui n'osait pas inviter chez lui. Évidemment. Donc, ça fait la fortune des restos, cela dit, hein, mais donc il invitait d'office au restaurant. Mais donc, je crains notre capacité à abdiquer, en raison de nos solitudes affectives, à un certain nombre de paramètres au point de nous rendre dépendants de technologies qui compensent. Et quand je vois la qualité de ce qui est mis en place maintenant par rapport à la médiocrité de ce qu'était Tamagotchi, je m'inquiète parce que je vous affirme que demain, des HAL, qui vont parler avec une voix suave, comme dans 2001, qui vont avoir un aspect morphologique interpellant, parce que peut-être que ce sera la morphologie d'un être cher disparu ou éloigné, avec la capacité de cloner la voix, la capacité de tenir des conversations que la personne en question n'a jamais tenues, hein, mais puisque le morphing permet de le faire, nous allons vivre avec des illusions. Et je crains que nous ne tombions amoureux d'illusions. Alors, jusqu'où? J'en sais rien. Mais je dis qu'en tout cas, il faudrait s'y attacher. Moi, j'en ai discuté lorsque le Centre d'action laïque a tenu... j'en avais déjà cette discussion avant, mais j'en ai fait parler en public, entre autres, lorsque le Centre d'action laïque a fêté ses 60 ans à Liège, avec Albert Moukébert, qui est un jeune prodige des neurosciences en France. Nous en avons d'autres en Belgique, et qui ne dénient pas le risque. Et donc, ils sont occupés à étudier très réellement cette dépendance psycho-affective aux nouvelles capacités, aux nouvelles illusions, qui sont presque aussi des illusions d'optique, mais qui seront là. Donc je n'ai pas de réponse définitive, hein, mais je dis qu'en tout cas, c'est un phénomène suffisamment préoccupant que pour que nous nous en inquiétions et surtout que les spécialistes nous en éclairent. Une autre question, monsieur? Pour rester dans le même domaine, j'avais lu que la différence entre l'intelligence artificielle et l'homme, c'était le rêve. Une machine ne pourrait pas rêver. Qu'en pensez-vous? Et une question subsidiaire, est-ce qu'il faut définitivement abandonner l'idée d'utopie ou est-ce qu'elle reste encore d'actualité? Le rêve. Si on abandonne l'utopie ici, ça serait bien dommage. Ça va être dur. Le rêve, oui, c'est vrai qu'on a de difficultés à imaginer, sinon dans un contexte de film d'anticipation ou de roman d'anticipation, comme l'était 2001 Odyssée de l'espace, notez bien. Bon. On aurait des difficultés à imaginer R2D2 qui rêve.
Quoique, qu'est-ce que l'on va confier à l'intelligence d'accompagnement, parce que je pense que c'est à ça qu'on va arriver, hein, c'est des ruptures de solitude par une espèce de personnalité électronique générative qui sera à vos côtés pour être la dame de compagnie ou le monsieur de compagnie. Qu'est-ce que l'on va lui confier en termes de données sur vos souvenirs ? Et en quoi la richesse de vos souvenirs, les photos de famille, enfin bref, tout ce qui peut nourrir l'environnement de la compagnie, en quoi cela va-t-il générer la capacité d'éveiller en vous des souvenirs qui vont ressembler à vos rêves? Ce n'est pas impossible technologiquement parlant. Parce que la capacité d'absorption de data est une chose, mais en plus on sait déjà que ces systèmes sont capables de déchiffrer les émotions sur le visage qu'ils regardent. Et donc de s'adapter à l'émotion qui est générée par leur attitude sur le visage. Visage ou l'attitude générale, je veux dire, le non-verbal. Ça laisse quand même quelques paramètres. Mais c'est vrai que j'aimerais croire que le rêve poétique reste l'appropriation humaine. Est-ce que cela empêchera pour autant l'esclavage affectif vis-à-vis de ces systèmes pour les personnes sans autres ressources affectives? Je ne le pense pas. Cela dit, bon, c'est vrai aussi qu'on peut me rétorquer que certains avaient peut-être une peluche, un nounours ou que sais-je, ou un hyper attachement affectif à l'animal de compagnie sur lequel ils projetaient beaucoup de choses aussi, c'est vrai. Mais enfin, l'animal de compagnie ou la peluche ne gère pas encore votre compte en banque. L'intelligence artificielle, ça va venir. Je vous fiche mon billet aussi que dans la capacité à vouloir reformer d'ailleurs de l'accompagnement à domicile, ce que je souhaiterais d'ailleurs pour ma part, pour éviter les mouroirs organisés qui coûtent cher à tout le monde et qui sont véritablement désagréables dans 99% des cas, on va évidemment à un certain moment peut-être confier à l'opérateur en question, parce que votre état d'esprit se dégraderait, une série d'opérations à faire pour vous. J'en veux déjà pour preuve, mais dans un tout autre cadre, un autre exemple assez saisissant, ce sont les frigos intelligents. Vous savez, ça on commence vraiment à les mettre sur le marché. C'est le frigo qui, sur base de votre panier constant de la ménagère, se rend compte que tel et tel produit commence à manquer dans votre frigo et passe la commande pour vous, de telle sorte que la livraison arrive au moment où vous rentrez à la maison et vous avez constamment sous la main, quelle générosité, tous les produits dont vous souhaitez disposer. Imaginez que ces data, parce que tout ça sont des métadonnées qui sont extractibles, puisqu'il y a circulation de cette donnée entre le frigo, le lieu de la commande, etc., que ces datas soient aussi corrélées avec votre carte de consommateur. Hein. Vous avez la carte Deleuze, monsieur, vous avez la carte Carrefour, la carte Intermarché, la carte Decathlon, la carte Brol, la carte machin. Bon, vous voyez, votre ADN de consommateur réel. Pas celui que vous prétendez avoir. Vous savez, pas comme à l'époque où moi j'étais à l'université, où j'en connaissais qui se baladaient avec Le Monde, le journal Le Monde plié, de telle sorte qu'on voit bien les lettrines dépassant de la poche, sauf que c'était toujours le même exemplaire. Ou alors ceux qui, dans certaines enquêtes, disent qu'ils lisaient toutes les semaines La Dernière Heure pour les pages politiques. Mais oui, faut le croire. Le supplément des sports d'abord, les faits divers sûrement, les pages politiques, ça m'étonnerait beaucoup. Mais bon, soit, donc il y a le mensonge qu'on proclame, et à la réalité, c'est la carte de consommation, évidemment. Imaginez qu'on mixe votre frigo, la carte de consommateur, et votre contrôle médical à distance. Donc vous avez du diabète et vous osez manger et commander, et votre frigo vous commande autant de produits sucrés, mais vous êtes un vrai criminel contre l'inamie. Eh bien, dorénavant, votre remboursement, vous pouvez vous le mettre là où je pense. Vous ne l'aurez pas. Vous n'avez pas un comportement sérieux. Et c'est déjà le cas. Vous savez fort bien comme moi, c'est né sous Thatcher dans la National Health Security. Mais c'est le cas chez nous aussi. On ne transplante pas un certain nombre de récidivistes. Comment ça, vous avez un problème de foie et vous êtes alcoolique? Mais il n'est pas question qu'on a trop peu d'organes. On ne va pas vous greffer à vous qui n'avez aucun respect pour l'organe. Vous êtes fumeur, on va vous greffer des poumons, ou un cœur, ou ceci, ou cela. Non, non. Donc, on a déjà, intuitivement et socialement, c'est assez accepté, hein,
ce contrôle sur l'hygiène de vie assorti aux soins ou non, eh bien imaginez, parce que jusqu'ici ça répond encore à une certaine, comment dire, honnêteté déclaratoire du patient, hein, je veux dire, ou de la famille ou de l'entourage qui dit oui, si il fume comme un fou, etc. Bon, ok, mais si on le dit pas, on le dit pas. Enfin, si, il y a des moyens de le découvrir, j'entends bien. Mais ici, il faudra même pas poser la question, je veux dire. Hein, votre frigo va la donner pour vous. Donc, si vous n'êtes pas compliant à la prescription, vous n'aurez pas les effets induits du traitement. Ça va très loin. Hein. Ça va très 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 loin, vous voyez. Donc l'intrusion, et tout ça est bien vendu. Vous savez, moi, je vois déjà les dépliants d'Aldi, de tous ces trucs qu'on reçoit dans nos boîtes à lettres toutes les semaines. Votre frigo Jérôme ou votre frigo Nathalie vous attend, prendra les commandes pour vous, que vous ne manquerez pas en priorité d'adresser à Aldi, où vous aurez plus de rapidité que bien sûr chez machin, etc. Bon, les différents concurrents. ce sera la loi de cela. Mais j'espère que le rêve restera notre propriété. Pardon ? Ah, l'utopie. Je suis tenté de dire comme Daniel, on ne peut pas dans cette maison désespérer de l'utopie, ça n'est pas possible. Et on ne peut pas être actif au sein de la laïcité en abdiquant l'utopie. Et on ne peut pas être humaniste en abdiquant l'utopie. Vous savez, on a réformé, enfin c'est sous la présidence d'Henri Barthélemy Hyssen que le Centre d'action laïque a réformé l'article 4 de ses statuts pour définir la laïcité comme cette obligation faite aux gouvernants de donner les moyens d'éducation à l'émancipation individuelle, les moyens d'émancipation, enfin les moyens d'enseignement, de culture et autres pour atteindre à l'émancipation individuelle et à la maturité individuelle. Et donc, en reproclamant aussi que de ce fait-là, le prescrit religieux qui reconnaissait la primauté de la loi civile n'était pas la cible d'une critique, mais l'objet d'une mise là où elle devait être. Bon. Poursuivre l'idée d'inscrire cette laïcité dans la Constitution, pour l'instant, relève encore de l'utopie. Mais j'y crois beaucoup. Et j'y reste attaché. Vivre est une utopie. Parce que c'est même une double utopie, dans la mesure où l'enfant qui vient au monde évidemment ne s'est pas autoconçu. Il faut a priori normalement que les parents aient eu un projet, si possible, de parentalité. Et même si elle est subie, c'est un élément en tout cas de l'art de façonner un enfant ou de le détruire, hein, mais peu importe. En tout cas, c'est une production de personnalité que la société prend, où la société prend sa part. Et puis, quand on arrive à une certaine maturité, continuer à vivre, avoir une motivation pour continuer à vivre est une utopie. Parce qu'en fait, tous les matins, moi je ne les fais plus, hein, parce que j'avoue que ce n'est plus ce qui m'intéresse dans mon métier, mais j'ai largement fait en son temps ce qu'on appelle les petits matins en radio. Vous savez, vous arrivez à 4 heures du matin, et à l'époque, c'était encore des téléx papier, les dépêches papier. Et donc, on arrachait comme ça des kilomètres de papier qu'on devait découper selon les sujets, et on essayait d'y voir clair sur les choses. Je vous avoue qu'il y avait certains matins où vivre était une utopie. Hein. Enfin, je veux dire, il fallait se mobiliser, quoi. Je veux dire, avec toute la merde qu'on avait sous les yeux, franchement, je vous jure qu'il y avait de quoi se flinguer. Il y avait pire, d'ailleurs, je ne vous le cache pas. C'est d'être, au tout début de ma carrière, affecté au Petit Matin Radio à Charleroi. Et c'est pas, moi qui vais bientôt habiter Charleroi, c'est pas pour dénigrer Charleroi, c'est parce que, remettez-vous, il y a 35 ans, les Carolos, j'arrivais sur le ring de Charleroi, vers 5 heures du matin, avec la petite bruine blafarde, les fumées de la Fafère qui traversaient le ring de manière plombante, et alors cette tour qui jouxte le ring, qui est maintenant rénovée, mais qui était éventrée avec tous les carreaux cassés partout, et une petite loupiote du côté de la place Charles II. Je vous jure que ce jour-là, j'ai compris ce que Jacques Brel a voulu dire dans Le Plat Pays en disant « même un canal s'est pendu ». Parce que là, c'est l'archétype de la dépression
possible? Ça, franchement. Et alors, quand vous arriviez le lundi matin, et qu'en plus vous ouvriez la Nouvelle Gazette, et que vous aviez le compte-rendu de tous les morts de la Nationale 5 pendant le week-end, qui avaient tous entre 18 et 25 ans, sortant d'une discothèque ou d'un bar, qui s'étaient fait emplafonner, ou s'étaient emplafonnés tout seuls, sans compter quelques viols sordides ou quelques crimes dans un bois quelconque, et que ma collègue, à l'époque, de Hainaut Matin à Mons, qui affectionnait particulièrement ce genre de détails sordides, m'en demandait 4 versions successives à écrire. Elle est belle la semaine qui s'ouvre, vous voyez. Donc oui, vivre est une utopie mobilisatrice. ou alors vous êtes abonné au psychotrope et ça marche aussi. Est-ce qu'on en reste sur l'utopie comme cela? Parce que c'est une excellente conclusion. Ceci dit, Eddie Kakelbergs est encore avec nous. L'ouvrage est aussi avec nous et il se fera un plaisir de le dédicacer, j'en suis certain, parce que nous n'avons fait qu'effleurer les sujets. Il y en a plein d'autres dans le livre. C'est pour montrer que c'est une richesse, c'est aussi un outil de travail. Regardez. Et qui à la fois, comme il a été dit, n'est ni un travail juridique, ni un travail d'historien, mais qui est un travail qui ouvre les portes dans une réflexion riche et multiple. Merci Eddy, merci à vous. Merci Daniel, merci à vous toutes et tous.